Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de décryptage sur Prime News TV Monde. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée au cœur de la gouvernance locale au Bénin à travers les résultats de l'audit 2023 du fonds FADEC. Ce classement évalue la performance annuelle des communes dans la gestion des ressources, la transparence et la reddition des comptes. Pourquoi certaines communes performent-elles mieux que d'autres? Que peuvent faire les moyens classés pour redresser la barre? Autant de questions que nous allons décortiquer avec notre invité du jour. Et si le temps nous le permet, nous allons aussi analyser le discours d'adieu du président Patrice Talon. Je reçois pour vous Manasseh Agbosaga, il est le PDG de Kpakpato Media. Manasseh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'entrée, vous avez suivi le classement des communes dans la gestion du fonds FADEC pour le compte de l'année 2023. Alors, quel est votre avis sur ce classement qui positionne certaines communes en haut et d'autres qui sont carrément en bas de l'échelle? D'abord, il faut faire remarquer que le FADEC, c'est un mécanisme qui a été mis en place depuis 2008 et qui permet aux communes de bénéficier de moyens financiers pour des investissements socio-économiques. Ce même décret-là prévoit des mécanismes d'évaluation. Et donc, depuis, on va dire quelques jours, le rapport par rapport à la gestion 2023 est connu. La première leçon, c'est que on peut quand même dire que on a du 100% parce que les communes sont notées sur 100. Et lorsque vous évaluez, vous verrez que la dernière commune, qui est Savalou, obtient plus que la moyenne 50. Donc on peut quand même déjà dire que il y a quelque chose de bien qui se fait. La deuxième leçon, c'est que lorsque vous regardez le classement, lorsque vous regardez le top 10, vous avez la bonne performance des communes du département du Nord Bénin. Vous avez 6 communes du Nord Bénin qui sont représentées. Ça peut être paradoxal. Au même moment, vous avez ce qu'on a connu sous le président Patrice Talon, les communes du Grand Okoué. Je veux citer Cotonou, je veux citer Porto Novo, je veux citer Ouida, Semenpo, Diaboumé, Calavi. Ces 5 communes-là ne sont pas représentées dans le top 10. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation-là? On va y arriver. Vous voyez, la commune de Bopa, une commune visiblement enclavée, vient en tête des pelotons dans ce classement. Selon vous, quelles sont les raisons qui sous-tendent de cette performance de la commune de Bopa? Il faut dire que c'est sans doute ceux qui ont fait ce travail d'évaluation-là qui peuvent le dire avec beaucoup plus de précision. C'est vrai que quand on se rend sur le site de la CONAFIL, qui est la Commission nationale des finances locales, il est difficile de voir le rapport par commune. C'est vrai qu'on est là, mais c'est pas ce qui explique, mais le rapport n'est pas encore officiellement mis à la disposition du public. Mais on parle d'une commune enclavée. Depuis 2023, il y a la réforme des secrétaires exécutifs. Est-ce que le fait d'avoir placé certaines communes en griffe sous tutelle directement rapprochées peut-être au gouvernement, notamment les communes du Grand Okoué, fait que ces communes-là qui sont un peu éloignées. Mais elles sont aussi dirigées par des secrétaires exécutifs, ce n'est pas le gouvernement qui les conduit, qui les dirige. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est pas la première fois que les communes qui sont un peu éloignées réalisent une bonne performance. Jadis, avec la commune de Koulé-Kamé, on avait déjà de très bonnes performances sous le maire Christophe Mengbedji, qui est aujourd'hui préfet. Mais dans le fond, c'est salutaire de voir quand même que à distance, il y a des communes qui abattent du bon boulot. Il faut peut-être permettre à la presse et aux populations il faut rendre public ce rapport-là de façon détaillée, commune par commune, pour qu'on puisse avoir une idée précise sur ce qui a été fait, ce qui permet à certaines communes de devancer d'autres. En attendant qu'on ait des détails sur des critères qui ont servi à cette évaluation, la commune de Cotonou est 11e, Porto Novo 23e, Abomey 70e selon le classement qu'on a eu le samedi passé. Alors, que cachent ces écarts-là, selon vous, entre les communes, disons, urbaines et les communes, disons, rurales, mais qui sont bien performantes? D'abord, il faut dire que pour Cotonou, ce n'est pas forcément une bonne publicité pour le maire de Cotonou, qui est également président de
l'Association nationale des communes du Bénin. C'est vrai que la commune de Cotonou s'en sort avec une bonne moyenne, mais par rapport au classement, on peut dire que ça laisse à désirer lorsqu'on est le président de l'ANCB. Sinon, est-ce qu'il faut voir cela en termes de densité par rapport au niveau de la population? Est-ce qu'il faut voir par rapport à tout ce que ces communes-là ont comme ressources? Est-ce que parfois, lorsque vous êtes peut-être, vous avez beaucoup à gérer, est-ce que c'est un peu difficile? C'est vraiment un peu compliqué à dire correctement. Une chose est certaine, c'est qu'au moins, lorsque vous regardez ce rapport-là, il n'y a pas des fonds qui ont été détournés. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de fonds qui ont été détournés. Néanmoins, il faut quand même que le gouvernement essaye de jeter un regard particulier sur, par exemple, le cas de Semenpodi. On ne peut pas faire partie, par exemple, des 5 communes du Grand Okoué, bénéficier des investissements conséquents de la part du gouvernement et occuper ce positionnement-là qui est quasiment, lorsqu'on allait à l'école, on disait avant-dernier de la classe. Et donc, il va falloir peut-être renforcer le dispositif. Il va falloir peut-être trouver une bonne façon de faire entre les maires et les secrétaires exécutifs, parce qu'aujourd'hui, il y a ce petit détail-là qui... Effectivement, j'allais en venir là, parce que depuis 2022, ce sont les secrétaires exécutifs qui gèrent les mairies. Ce rapport, c'est le rapport de 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à corriger dans la gestion, dans la gouvernance des communes pour permettre à toutes les communes qui sont aujourd'hui mauvais élèves de pouvoir relever la barre? Oui, je pense que le président Talon même l'a sans doute compris. C'est pourquoi je pense qu'il y a quelques jours, il a reçu à la présidente de la République les maires, les secrétaires exécutifs et les privés, sans doute pour trouver moyen pour améliorer ce qui a été fait à cette réforme structurelle. Le FADEC 2023 n'a pas été mal géré dans l'ensemble, parce que les communes sur 100, elles sont évaluées sur la note 100. Et lorsque vous prenez la note 100, aucune commune est en dessous de 50. Donc ça veut dire que, peut-être même que cela veut dire par exemple que la réforme des secrétaires exécutifs a produit ses fruits. Manassé, quand vous voyez ce classement, Bopa en tête de liste, Semenpodi, Savalou, tiennent la lanterne rouge. Est-ce que ce classement a un impact sur la vie des populations des communes concernées? Oui, en principe, normalement, parce que lorsqu'on parle de FADEC, on parle des moyens qui ont été mis à la disposition des communes par rapport aux investissements socio-économiques. Et lorsqu'on parle d'investissements socio-économiques, on veut parler des écoles, on veut parler des infrastructures marchandes. Donc vous convenez avec moi que si une commune reçoit des moyens et qu'elle ne met pas ça à la disposition de ces populations-là, les populations vont forcément ressentir cela. Donc vous allez voir des communes par exemple qui ne vont pas construire des écoles pour les populations. Vous allez voir des communes qui ne vont pas mettre à la disposition des populations des marchés, des centres de santé. Et donc forcément ça a un impact. Donc c'est dit que si vous prenez que l'année 2023, vous verrez que par exemple à Bopa, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été socio-économiques qui ont été réalisés au profit des populations. Et ça peut même expliquer parce que lorsque vous prenez par exemple le cas de certaines communes, vous verrez qu'il y a des maires qui sont presque en fin de mandat mais qui se retrouvent quasiment sans bilan. C'est le cas, est-ce que les citoyens ont un rôle à jouer dans la gestion pour améliorer la performance de leurs communes? Oui, forcément, parce que lorsqu'on parle de décentralisation, on parle de participation citoyenne. Le développement local, c'est un système qui encourage la participation active des populations. Et donc, c'est l'occasion pour que les populations comprennent qu'elles ont un rôle à jouer dans le développement de leur localité. Vous allez parfois aux séances de reddition des comptes, ou bien lorsque vous allez participer parfois aux sessions des communes, vous allez remarquer que les populations ne sont pas présentes. C'est quand même banal. Même les associations de développement brillent par leur absence. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Cette population de dire aux maires ou bien aux conseillers communaux qu'il y a des choses à faire ici. Et donc, lorsque ces populations-là ne jouent pas leur rôle, vous convenez avec moi que les choses ne vont pas se faire correctement. En attendant que les populations commencent par jouer efficacement leur rôle aux côtés des élus, le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé une énième fois son départ de la tête de ce pays. Devant les élus,
il a rappelé que c'est la dernière fois qu'il est en train de les rencontrer dans le cadre de ses fonctions. Alors, qu'est-ce que vous retenez dans la forme de cette communication? Est-ce que vous voyez un politique qui est en train de faire une communication, ou bien vous voyez quelqu'un, un stratège qui est en train de se préparer psychologiquement pour pouvoir bien partir? Non, je disais tantôt que j'apprécie la manière dont vous formulez, avec laquelle vous formulez et vous posez la question. D'abord, il faut rendre un mérite au président Patrice Talon, c'est-à-dire le fait d'avoir instauré un dispositif dans la Constitution révisée de 2019 qui dit clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie en tant que président de la République. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on n'a plus besoin de répéter à longueur de journée qu'on est partant et qu'on ne va pas s'éterniser au pouvoir. Donc je pense qu'il faut déjà féliciter le chef de l'État. La disposition existait depuis dans la Constitution qu'il faut faire un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais avant Patrice Talon, d'autres chefs d'État se sont trouvés dans l'obligation d'aller même confesser devant le pape qu'ils ne feront pas un troisième mandat. Et Patrice Talon aussi est dans la même logique. Qu'est-ce qui amène les chefs d'État béninois à confesser tout le temps qu'ils ne brigueront pas un troisième mandat alors que ce n'était même pas possible au vu de la Constitution de la République? Oui, je parlais d'hommage parce qu'ici, il faut noter qu'il y a un groupe de mots qui a été ajouté qui rend spécial cette disposition-là. C'est qu'on dit dans sa vie. Évidemment. Donc, parce qu'on a vu sous d'autres, si on renouvelle la Constitution et on parle de nouvelle république. Donc ici, lorsqu'on dit dans sa vie, c'est que je pense que c'est un Français qui veut tout dire. L'autre chose, c'est qu'il faut reconnaître que généralement au Bénin, il y a la suspicion. Il y a parfois le doute qui s'installe. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on se demande parfois est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il ne va pas partir. Parce que surtout que lorsque vous voyez dans certains pays de la sous-région des chefs d'État qui promettent partir et qui finissent par s'éterniser au pouvoir. Mais je pense quand même que, quoi qu'on dise, lorsque le président Patrice Talon répète à longueur de journée qu'il est partant, ça peut installer un climat de méfiance. Parce que lorsqu'on est partant, on n'a pas besoin de dire qu'on est partant. Lorsque quelqu'un vous dit à chaque fois telle chose, vous pouvez vous demander pourquoi ce besoin constant-là de me dire qu'il est partant. Mais pour rassurer les gens qui doutent encore de sa sincérité, de sa capacité à laisser les choses. Mais vous l'avez déjà dit une fois, pourquoi le dire une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois? Donc personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire pour nous de le dire. C'est vrai que les élections générales de 2026, il y a beaucoup d'incertitudes puisqu'on va essayer quelque chose de nouveau, notamment dans la répartition au niveau des élections législatives. Donc c'est quand même très tôt de prédire ce qui va se passer en 2026. Mais si on se base sur la Constitution de 2019, révisée bien sûr, on peut dire qu'on n'a pas besoin de répéter qu'on est partant. Vous voulez dire que ce discours aura un impact sur le paysage politique avant 2026? Est-ce qu'il aura un impact? Je pense que normalement, à moins d'1 an des élections présidentielles, ce qui devait par exemple préoccuper, c'est la question des candidats au niveau de la mouvance, notamment le dauphin du président Patrice Talon. Parce que comme vous l'aviez dit tantôt, ce n'est pas la première fois qu'un président boucle 2 mandats qu'il va passer la main. Et donc, si le président Patrice Talon allait en 2026, il n'aurait pas réalisé un exploit. Ce n'est pas un exploit personnel à son actif parce qu'il n'est pas le premier. Il a dit qu'il sera très actif à 6 mois des élections. Certainement, les élections présidentielles, donc attendons les 6 mois pour voir s'il sera actif ou pas, ou bien vous ne croyez pas à sa parole. Si on se base par exemple sur les propos du président Patrice Talon, il y a matière à avoir de doutes. Parce que par le passé, il avait promis faire un mandat unique. C'est vrai que cela n'est pas dans la Constitution. Mais lorsqu'on se base, ne serait-ce que sur cet exemple-là, on peut avoir quand même... Il y a eu les circonstances qui l'ont amené à aviser. Vous avez suivi quand la Constitution, quand il a voulu qu'on révise la Constitution en 2018 et ça a échoué, c'est en ce moment qu'il a dit qu'il avisera et il a vraiment avisé en 2021. Oui, je suis tout à fait d'avis avec vous. Le chef d'État n'a commis aucune faute en se présentant à nouveau en 2021. Néanmoins, c'est lui-même qui a promis faire un mandat unique. Et lorsqu'on se base, si on doit parler en termes de respect de la parole donnée, vous convenez avec moi, sur ce point-là, il n'a pas resté. C'est vrai forcément qu'il y a d'autres circonstances, on peut lui trouver des circonstances attenantes, mais vous convenez avec moi qu'il n'a pas tenu parole. Siméon Manasseh Agbosaga, est-ce que vous pensez que Patrice Talon va partir, mais qu'il y aura un risque de retour par procuration ou il y a des influences souterraines après 2026? Bon, je ne suis pas devin ou visionnaire pour dire ce qui va se passer après 2026.
Mais il faut reconnaître que tout président qui part, il part sans vouloir forcément partir. Il a forcément envie de donner des conseils à celui qu'il place, ou bien il a envie de voir ce qu'il a mis en place, ne pas être totalement détruit. Donc c'est forcément que le chef de l'État, Patrice Talon, lorsqu'il va partir en 2026, s'il arrivait à partir, va forcément, de manière indirecte ou directe, trouver des moyens pour être toujours présent. Maintenant, est-ce que cela ne va pas peut-être créer d'autres problèmes avec celui qui a été installé? Parce que lorsqu'on est installé, on a envie d'imprimer sa propre marque. Lorsqu'on est installé, on a envie d'imprimer sa propre marque, dit Manasseh Agbosaga sur cette émission de décryptage. Merci d'être venu sur ce plateau partager avec nous vos analyses sur ces actualités. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de décryptage.